humains et démons se sont unis pour affronter un ennemi commun, bien plus puissant. Le champ de bataille est jonché des corps de guerriers tombés au combat. Seuls 2 d'entre eux sont encore debout, une femme blonde saisissante, le héros, et un homme aux cheveux argentés, le roi démon. Au-dessus d'eux, un ciel sombre se fend et un vortex tourbillonnant se forme. De l'intérieur, une main pâle, munie de griffes acérées, émerge lentement. Le héros et le roi démon restent immobiles, se préparant à la mort, tandis qu'ils regardent la créature prendre forme. Une silhouette encapuchonnée et vêtue d'une cape, le visage caché, 6 bras tendus de chaque côté, émerge du portail, un œil brillant visible sous sa robe, au milieu du corps. Chez les humains comme chez les démons, un tel être est appelé un étranger. L'héroïne dégaine son épée et assène un puissant coup de couteau, provoquant une explosion. Mais à mesure que la fumée se dissipe, il devient évident que l'étranger est indemne. Il avance vers l'héroïne, déterminé à lui ôter la vie. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, le roi démon, Ygri, canalise une vague d'énergie magique, attirant l'attention de la créature. De toutes ses forces, il tire une décharge d'énergie dévastatrice qui réduit l'étranger en cendres. Les 2 combattants s'accordent enfin un instant de soulagement, persuadés d'avoir gagné. Mais cet espoir s'évanouit rapidement lorsque de multiples vortex s'ouvrent les uns après les autres dans le ciel. De chaque portail émerge une créature colossale et distincte, chacune dotée de caractéristiques terrifiantes. Bientôt, le duo se retrouve face à une horde de monstres, tous plus puissants les uns que les autres. Edjar accepte la dure réalité, ce sera leur dernier combat commun. Il suggère qu'ils fassent tout pour que leur dernier combat compte. Mais l'héroïne insiste sur le fait que l'espoir demeure. Elle libère une puissante magie qui les baigne d'une aura dorée et rayonnante. Elle explique que cette magie a le pouvoir d'envoyer une âme à travers le temps et l'espace. Révélant davantage, elle révèle qu'elle est déjà morte une fois et s'est réincarnée dans le monde d'Ygri. La déesse de la réincarnation lui a conféré un don unique, la capacité de renaître. Maintenant, dit-elle, elle va lui transmettre ce don. Alors qu'Ygri tend la main et touche la lumière dorée, il est submergé par un pouvoir sans précédent. L'héroïne se souvient de l'apparition des étrangers il y a 3 ans, comment les quelques-uns apparus se sont rapidement multipliés jusqu'à devenir innombrables. Elle confie au roi démon son intention de le renvoyer à une époque antérieure à l'arrivée des étrangers. Son objectif est qu'il les arrête avant la mort de tant de leurs camarades. Ygri proteste, se demandant pourquoi elle a choisi de se sacrifier alors qu'elle pourrait utiliser le sort de réincarnation sur elle-même. L'héroïne répond avec une honnêteté tranquille, elle accorde plus de valeur à sa vie qu'à la sienne. Ygri se souvient du jour de leur première rencontre, le héros avait fait irruption dans son château, l'épée à la main, prêt à se battre. Mais au lieu de s'affronter, ils avaient choisi la parole et résolu leur conflit par la parole. Avec le temps, humains et démons embrassèrent la paix, et ces jours devinrent une célébration de l'unité. La joie se répandit parmi le peuple, et malgré tout, Ygri et le héros devinrent de proches compagnons. Il se souvient d'une nuit passée à discuter avec elle et réalise qu'il était tombé amoureux de Val, le héros, dès le premier regard. Dans le présent, Val explique que le sort de réincarnation nécessite la mort du lanceur pour prendre effet. Entourée de monstres, elle reconnaît avec un sourire serein que ce ne sera pas un problème. Elle regarde Ygri une dernière fois et déclare, avec un sourire doux amer, qu'elle est prête à faire sa grande sortie en héros. Ygri tente désespérément de l'arrêter, mais il est pris au piège dans la barrière dorée que Val a érigée autour de lui. Val se tourne vers lui avec douceur et lui dit que, puisque c'est la fin, elle a quelque chose à lui avouer. Elle révèle qu'il y a une raison pour laquelle elle ne l'a pas frappé dès leur première rencontre. Souriant doucement, elle lui confie qu'elle a eu le coup de foudre. Sans un mot, elle charge la horde de monstres sous le regard impuissant d'Ygri. Elle se ferait un chemin à travers les créatures avec une détermination farouche, mais leur nombre finit par la submerger. Ygri pousse un cri déchirant en voyant la femme qu'il aime tomber au combat. Derrière les murs imposants de l'arène royale des esclaves se trouve une cellule obscure où un jeune homme nommé Milo s'entraîne seul, pratiquant ses coups d'épée avec une détermination sans faille. Son habitude est interrompue par le paroque d'un garde qui s'approche avec une assiette. Le garde crache dans l'assiette avant de la lui tendre, ricanant en disant y avoir ajouté son épice spéciale. Se moquant de lui, le garde rit du sort de Milo, réduit en esclavage parce que sa mère aurait empoisonné son père. Outré, Milo crie que sa mère est innocente, affirmant qu'elle a été piégée par une noble jalouse. À ces mots, le garde durcit son expression. Il assène soudain un coup à la tête à Milo, l'envoyant s'écraser au sol tandis que l'assiette s'entrechoque et répand la nourriture avariée.
Le garde grogne en disant qu'appeler une noble femme une « renarde » est un acte de mépris envers la noblesse et, sans hésitation, commence à piétiner violemment le jeune homme sans défense encore et encore. Les pensées de Milo dérivent vers un souvenir douloureux, sa mère, une roturière, accusée à tort et arrêtée pour un crime qu'elle n'a jamais commis. Malgré l'absence de preuves, elle fut condamnée et exécutée pour le meurtre d'un noble. L'image de ces derniers instants le hante. De retour dans le présent, le garde attrape Milo par les cheveux et ricane, lui disant qu'il aurait dû apprendre à se connaître. Le relâchant, le garde ajoute que la seule raison pour laquelle il hésite à le frapper davantage est que Milo a un match important demain. Avec une condescendance moqueuse, il dit au garçon de considérer cela comme un honneur affronter un noble dans l'arène. Milo le fusille du regard et déclare qu'il va gagner, que le sang guerrier de son père coule dans ses veines. Le garde éclate de rire à cette affirmation, raillant qu'un esclave inexpérimenté avec une épée émoussée n'a aucune chance. Mais Milo répond fermement, même une épée émoussée reste une arme, et elle peut percer la chair. Le garde rit à nouveau, s'éloignant et laissant le jeune combattant seul avec rien d'autre que ses bleus et ses rêves tenaces. Milo saisit l'épée posée au sol. Alors que ses doigts s'enroulent autour du manche, une douleur intense lui traverse les mains, des éruptions cutanées et des cloques couvrent sa peau, à vif après d'innombrables heures d'entraînement. Pourtant, il resserre sa prise, sans se laisser décourager. Avec une détermination inébranlable, il se met à brandir l'épée encore et encore, chaque coup le rapprochant de la liberté. Il sait que la victoire dans l'arène pourrait être sa seule chance d'échapper à cette vie. Alors, il persévère malgré la douleur, répétant ses coups, déterminé à maîtriser la lame, quel qu'en soit le prix. Le lendemain, Milo entre dans l'arène et affronte son adversaire, un garçon vêtu d'une armure impeccable, pas plus âgé que lui. La foule rugit d'impatience tandis que les deux jeunes combattants se font face. Gaston, le noble qu'il s'apprête à affronter, lui adresse un sourire moqueur et compatissant. Avec un sarcasme communicatif, il remarque combien il est regrettable que Milo ait fini esclave simplement à cause de son sang de roturier. Puis, avec un sourire narquois, il ajoute qu'il s'estime chanceux de faire ses débuts dans l'arène en vainquant quelqu'un qui porte le sang de la maison de Habsbourg. Milo plisse les yeux et accuse Gaston de rechercher une victoire facile et injuste. Mais Gaston se contente de ricaner, lui disant d'arrêter de se plaindre après tout, dans leur monde, c'est la naissance qui décide de tout. Il se vante fièrement que ses deux parents sont des nobles de sang pur, ce qui fait serrer la mâchoire de Milo de colère. Se tournant vers les tribunes, Gaston lève la main vers le balcon spécial et interpelle son père, lui demandant d'être témoin de son moment de triomphe. L'arbitre se tourne d'abord vers Gaston et lui demande s'il est prêt à commencer. Avant le début du combat, il fait une annonce claire, la magie est interdite dans l'arène aujourd'hui. Les deux combattants acquiescent. Gaston tape nonchalamment sur l'épaule de Milo, feignant la camaraderie, et se penche pour murmurer, ce ne serait pas amusant si je te faisais simplement rôtir avec de la magie du feu de toute façon. Milo grimace devant l'ironie, Gaston est là, entièrement blindé et prêt au combat, mais feignant de faire preuve de pitié envers un adversaire sans armure. L'arbitre lève les deux camps et crie que le combat commence. La foule de nobles est en délire, les deux combattants s'apprêtant à dégainer leurs épées. Gaston se précipite sur l'esclave avec l'intention de le tuer. Il frappe à plusieurs reprises, mais le garçon ne peut utiliser son épée que pour parer. Gaston rit en se disant incapable de faire autrement. Le visage de l'esclave est déjà couvert de marques de coups, luttant pour contenir ses attaques. Il voit bien qu'un individu inexpérimenté comme lui n'a aucune chance contre quelqu'un qui a suivi un entraînement rigoureux. Il lâche son arme et demande à Gaston d'arrêter. Gaston semble confus. L'esclave lui dit qu'il comprend qu'il ne peut pas gagner et se rend. Gaston rit de son côté pathétique. Il refuse de se rendre et déclare que ce combat est à mort. L'esclave réalise qu'il est aux portes de la mort. Il s'enfuit de son adversaire aussi vite que possible. Gaston est furieux, pensant manquer de respect à son premier combat. Il lui hurle d'arrêter et affirme qu'il doit le tuer pour sa gloire. L'esclave s'arrête brusquement et lui fait face, l'air courageux. Gaston est désemparé. Il attaque l'esclave, mais avec une escrime imprudente, ce sur quoi il comptait lorsqu'il l'a intentionnellement déstabilisé en fuyant. L'esclave esquive chacune de ses attaques avec aisance. Il contre-attaque alors en visant le visage de Gaston. Gaston sourit et invoque une barrière magique. Le sort brise l'épée de l'esclave en deux. On découvre que la barrière est un bouclier fantôme qui éclipse Gaston en taille et en largeur et qui bloque le coup d'épée de l'esclave. L'esclave rappelle à l'arbitre que la magie est interdite,
mais l'arbitre lui dit qu'il ne l'a pas vu à cause de la poussière dans ses yeux. L'esclave, furieux, déclare à tout le monde qu'ils sont pourris juste avant de terminer sa diatribe. Gaston tente de le frapper, ce qui fait lâcher son épée à l'esclave. Il compte bien l'attaquer davantage, même si son adversaire est désormais désarmé. Gaston prépare son coup fatal, puis poignarde l'esclave en pleine poitrine. La foule est en délire tandis que le garçon gît impuissant au sol. L'arbitre annonce Gaston vainqueur. Les yeux de l'esclave sont encore ouverts et remplis de larmes. Lentement, ses yeux se ferment et il perd connaissance. Ses yeux se rouvrent soudain, mais ce sont les yeux rouges et perçants du roi démon. Pendant ce temps, Gaston, assis au balcon, demande à son père s'il a assisté à sa glorieuse victoire. Il est perplexe en voyant son père regarder derrière lui avec stupeur. Gaston perçoit une aura de danger derrière lui. Il observe le jeune esclave se tenir droit. Il lui demande comment il fait pour tenir encore debout après s'être transpercé le cœur. Il perd toute confiance en lui et est pris de sueur froide. Le jeune esclave se précipite sur son adversaire sans épée. Il s'auto avec l'intention de se jeter sur Gaston. Gaston appelle frénétiquement sa barrière magique, disant au jeune homme qui tombe qu'il est idiot de croire pouvoir briser le bouclier alors qu'il n'avait aucune chance auparavant avec une épée. Le coup de pied du jeune esclave transperce le bouclier et il parvient à lui porter un coup de pied dans la poitrine. Gaston est aspiré. Le corps du noble est projeté et ballotté jusqu'à ce qu'il s'écrase contre le mur. Le père du jeune homme reste muet sous le choc, tout comme le reste de la foule. Le démon Caïn se plaint d'avoir rencontré à son réveil de terribles nobles. Il déclare que son nouveau nom est Mélo et qu'il est le roi démon. Plus tard dans la soirée, le père de Gaston alla voir le directeur de l'arène pour lui crier dessus, lui reprochant d'avoir manqué à sa promesse de faire affronter à son fils un adversaire contre lequel il ne pourrait jamais perdre. Le directeur, vêtu d'un costume d'homme, sourit et s'exprime avec professionnalisme en expliquant aux parents agités qu'ils ne peuvent pas annuler les résultats. Le père claque son bureau en exigeant un remboursement. Le directeur lui montre le contrat et lui rappelle qu'il l'a signé. Le père grince des dents, incapable d'en dire plus. Le directeur l'attrape par le col et menace de porter plainte auprès de la cour royale pour l'empêcher de se plaindre davantage. Il le lâche tandis que le directeur adopte une attitude professionnelle et lui dit qu'il est toujours prêt à arranger les choses. Il affirme qu'il utilisera le prestige de la reine pour faire vivre l'enfer à l'esclave. Il demande à son assistant de dire au noble ce qu'il veut dire. Son jeune assistant esclave apprend au père que le prochain adversaire de l'esclave est un bourreau. Le noble est heureux d'apprendre qu'il affrontera quelqu'un connu pour son impitoyabilité et sa férocité. Le gérant promet la mort brutale de l'esclave. Il demande au noble si cela satisfait ses attentes. Ce dernier rit aux éclats et exprime son enthousiasme pour le mariage. Il ajoute que le gérant rend la prise aussi spectaculaire que possible avant de quitter le bureau. L'assistant demande à son patron pourquoi il se donne tant de mal pour incarner Kate Noble. Le manager lui révèle que tout ce qu'il a dit n'était qu'une façade et que la famille Evans a ordonné l'extermination de l'esclave. L'assistant est choqué d'apprendre que la prestigieuse famille, descendante du guerrier divin lui-même, est impliquée. Le manager sait que tout cela n'est qu'une précaution de la part de la famille Evans, car elle ne traitera jamais le jeune esclave comme un des siens. Le lendemain matin, l'arène est pleine de rebondissements. D'un côté du ring, le bourreau, porte un demi-masque pour cacher sa défiguration et brandit son viseur comme une arme. Le manager est parmi le public, anticipant avec suffisance la victoire d'un. Mais là le regarde d'en haut avec dédain. Un ricane a l'idée de s'en prendre à l'esclave. Il le menace de lui couper la tête et de la récupérer, comme tant d'autres. Le garçon reste calme et rappelle à que le match a déjà commencé. Avant qu'Anne ne puisse réagir. L'épée de bois de l'esclave est déjà à quelques centimètres du visage d'un. Tente de la bloquer de la main, mais elle est touchée. Sa main et son masque se brisent sous l'impact. Il est projeté dans les airs, sa défiguration exposée aux yeux de la reine. S'effondre, immobilisé. La foule et le manager sont sous le choc de voir un garçon armé d'une simple épée de bois terrasser le tueur brutal. La foule déchaîne les acclamations. Plus tard, dans les coulisses, Mellow Slaveboy est seul, plongé dans ses pensées, tandis que tous les autres prisonniers présents le fixent du regard. Ils discutent de la façon dont le garçon a réussi à remporter 8 victoires consécutives après avoir battu Am. Ils s'émerveillent de la façon dont il a persisté à combattre sans létalité. Pendant ce temps, Mello songe à sa force encore faible comparée à sa vie précédente.
Il se demande si cela doit être dû au corps du garçon. Grâce à ses souvenirs, il apprend que sa lignée est celle du guerrier divin. Son plan est désormais de poursuivre son ascension comme gladiateur esclave et de voir ce qui adviendra. Il regarde autour de lui et constate que de nombreux esclaves le fixent avec une intense pression. Il sourit, prévoyant de les utiliser comme partenaires d'entraînement pour retrouver sa force maximale. Pendant ce temps, le manager est frustré par les victoires successives du jeune esclave. Il se rappelle comment la famille Evans lui a ordonné de s'assurer de sa mort. Il voit non seulement le jeune esclave remporter une nouvelle victoire, mais aussi le public se ranger à ses côtés. Il craint ce que la famille Evans fera s'il ne parvient pas à éliminer le jeune homme. Son assistant le rassure, il n'a pas à s'inquiéter. Pendant ce temps, Melo est au milieu du ring et réalise qu'il est entouré d'autres esclaves, tous souriant à sa mort. L'assistant annonce qu'un match spécial a été organisé entre le jeune esclave et 10 adversaires. Pendant ce temps, un messager arrive dans le bureau du manager avec une mauvaise nouvelle urgente. Il annonce que le chef de la famille Wilson souhaite parler au manager. Ce dernier s'interroge sur la signification de cette annonce. Pendant ce temps, les 10 hommes armés fixent le jeune esclave du regard, Melo anticipant leur premier pas. Il révèle que son vaisseau s'appelle Neo Habsburg et qu'il est issu du clan fondé par le guerrier divin. En affrontant ses adversaires, il révèle que la famille Evans est la branche principale, mais qu'il existe également plus de 10 branches de famille parmi les nobles prestigieux. Il explique que, bien que la famille Habsburg fasse partie de la noblesse, elle est également connue pour être une famille dépourvue d'escrimeurs qualifiés. Il évoque une compétition entre les familles nobles pour la succession du prochain dieu Marchia et explique que les Habsbourg ne trouvent aucun candidat digne de ce nom. Un par un, Nell élimine ses adversaires. Il ferme les yeux en plein combat et se souvient du sourire de Val. L'un d'eux se précipite sur lui pour l'attaquer, les yeux fermés. Melo rouvre les yeux et frappe l'adversaire sournois. Melo comprend qu'il a besoin de la puissance et de la position du guerrier divin pour vaincre les étrangers. Son dernier adversaire tombe. Il compte s'élever au rang d'épéiste et être appelé à participer à la course à la succession. Une femme aux cheveux roses s'approche de lui et lui demande s'il s'appelle Melo. Elle le félicite pour son habileté à vaincre 10 gladiateurs esclaves au combat. Elle lui demande une faveur en lui promettant de restaurer son honneur et celui de sa mère. Nella sourit. Une calèche circule dans les bois. À l'intérieur se trouve Melo et la femme aux cheveux roses qui souhaite conclure un marché avec lui. Elle a expliqué jusqu'ici appartenir à la famille Wilson, dont la lignée est également liée au guerrier divin, aux côtés des familles Evans et Habsbourg. Sa famille n'a que des filles, ce qui signifie qu'elle est incapable de produire un candidat masculin pour la succession. Elle précise qu'il risque d'être démantelé, raison pour laquelle elle souhaite adopter Melo. Elle propose qu'il représente la maison Wilson lors de l'épreuve de sélection du successeur du guerrier divin. Le garçon tient à préciser que la récompense pour son acte est qu'elle le blanchisse, lui et sa mère. La fille lui explique qu'elle lui demande de risquer sa vie. Elle explique que l'entraînement au guerrier divin est dangereux et que les candidats se livrent à de nombreux duels mortels. S'il obtient de bons résultats, il sera également la cible d'assassinat et d'empoisonnement. Melo explique que son objectif est de l'adopter dans la famille afin qu'il soit leur candidat masculin pour l'épreuve et que la lignée Wilson ne s'éteigne pas. Il lui demande pourquoi elle lui expose tous les inconvénients si cela lui donne une raison supplémentaire de refuser. Elle répond que la devise de la famille Wilson est « Soyez économes et purs », ce qui signifie qu'ils respecteront l'équité et l'honneur quoi qu'il arrive. Elle déclare avoir décidé d'être franche avec lui puisqu'elle lui demande de risquer sa vie. Melo, intrigué par son personnage, lui demande son nom. Elle répond qu'elle s'appelle Olivia et qu'elle est la chef de la famille Wilson. Melo est surpris qu'elle ne le méprise pas malgré son statut d'esclave et qu'elle le traite avec justice et honnêteté. La calèche s'immobilise brusquement, perturbant les 2 passagers. Olivia sort pour voir ce qui s'est passé. Elle constate qu'un énorme ours monstrueux a massacré leurs troupes et leur barre la route. Elle appelle la créature un grizzly du diable. Le roi démon réalise que c'est la saison des amours, et le grizzly doit être descendu en quête d'une compagne. Il voit Olivia se préparer au combat en sortant son sabre. Elle annonce aux autres qu'elle s'occupera de la bête. Melo lui rappelle qu'ils ont la possibilité d'invoquer les chevaliers des environs. Elle répond qu'ils n'ont pas le temps et demande à son serviteur d'escorter Melo jusqu'à sa destination. Melo voit bien que la jeune fille tente de contenir sa peur du monstre. Elle adopte une posture courageuse, mais ne peut cacher ses tremblements. Melo lui dit qu'elle n'a aucune chance contre le diable grizzly. Olivia lui répond qu'il ne doit pas sous-estimer son habileté à l'épée.
Mélo passe devant elle et se place devant le monstre. Olivia l'avertit que la bête n'a rien à voir avec l'épéiste qu'il a rencontré jusqu'à présent. Elle le tient par le col et lui conseille de ne pas se comporter en héros et de ne pas risquer sa vie. Il la regarde et la trouve tellement hypocrite alors qu'elle était sur le point de risquer sa vie il y a un instant. Il sourit et lui dit qu'il apprécie sa personnalité. Il fait à nouveau face à l'ours tout en annonçant à Olivia qu'il va prendre son cas. Il se précipite sur la bête et lui enfonce son épée. Le coup projette l'ours dans les airs, lui écumant la gueule. Repoussé, l'ours détruit plusieurs arbres, il finit par atterrir, immobilisé. Olivia s'émerveille de sa force. Mélo la regarde et se souvient de Val. Il lui promet qu'il affrontera toujours l'ennemi, comme elle. Ils atteignent les remparts du château où se tiendra le procès de succession. Olivia dit à Mélo qu'elle ne peut aller plus loin. Mélo entre dans l'établissement et découvre que la zone est aussi vaste et équipée qu'une ville. Partout où il va, il voit des jeunes hommes s'entraîner à l'épée, s'affronter ou pratiquer la magie. Les autres candidats voient Mélo passer et se moquent de lui, le considérant comme un esclave et un candidat à la famille Wilson. Partout où il va, il se sent mal accueilli, mais il est ravi de constater les nombreux obstacles à surmonter. Mélo regarde autour de lui à la recherche du dortoir. Un jeune homme l'aperçoit et attire son attention. Il se présente avec un sourire amical et dit s'appeler Jasper. Il dit à Mélo qu'il a remarqué qu'il était perdu et lui propose son aide. Mélo l'ignore et continue son chemin. Jasper le rejoint pour essayer de poursuivre ce qu'il essayait de dire. Il prévient Mélo que la carte qu'on lui a donnée à la porte est un faux destiné à le piéger. Jasper lui propose de le guider. Jasper continue de se montrer amical tandis qu'ils marchent ensemble. Il explique que le complexe rassemble des hommes de toutes les branches de la noblesse. Après l'épreuve, ils sélectionneront le guerrier divin en fonction de ses talents d'escrimeur et autres aptitudes. Les candidats seront classés selon leurs compétences à l'épée et autres aptitudes, avec des notes allant de A, voire à S. Le trône pour le rang S n'a pas été atteint depuis des années. Jasper emmène Mélo dans un bâtiment. Mélo trouve l'endroit trop sombre pour être le dortoir. Jasper l'avertit que les autres candidats ne l'apprécient pas à cause de son statut d'esclave. Il ouvre une porte et révèle une pièce remplie d'hommes armés d'armes en bois qui attendent Mélo. Ils semblent tous ravis d'avoir un morceau du jeune esclave. Jasper affirme avoir de grandes compétences politiques et utiliser sa richesse et son statut pour rallier d'autres familles à sa faction. Le lieutenant de Jasper offre une chaise à son maître pour qu'il puisse se détendre pendant qu'il regarde les autres s'en prendre à Mélo. Le lieutenant loue le plan de Jasper d'attaquer Mélo, persuadé qu'il s'agit du coup ultime pour semer la peur chez les autres candidats et étendre encore davantage leur faction. Pour lui, son maître Jasper est digne d'adoration et mérite d'être le prochain guerrier divin. Mélo demande où il peut se procurer son épée en bois. L'homme se moque de lui et lui dit qu'il n'en aura pas. L'un d'eux approche son visage de Mélo et lui dit que ce sera une raclée à sens unique. Mélo soupire et s'étire pour s'échauffer. Une seconde, il est au milieu de la pièce, et l'instant d'après, il disparaît. Il réapparaît derrière l'un des agresseurs et lui tranche le cou. L'homme reste inconscient au sol. Un autre homme se précipite sur lui, mais Mélo le frappe et l'envoie voler. Il dit aux autres qu'il ne fait que s'échauffer. Jasper devient alerte et se lève de sa chaise. Il se demande qui est le jeune esclave qui vient de vaincre deux hommes entraînés en un instant. Il n'arrive pas à croire qu'il ait vaincu deux monstres à main nue. Mélo défie Jasper de se joindre au combat en lui demandant quand il lui montrera leur différence de classe. Jasper avoue à Mélo l'avoir sous-estimé. Il exprime sa surprise de constater que la famille Habsbourg était une lignée experte en arts martiaux. Mélo lui demande s'il va l'affronter ou non. Jasper répond qu'il ne pense pas perdre contre lui, mais il lui promet également de le laisser partir pour aujourd'hui et s'en va. En chemin, Jasper demande à son lieutenant siège s'il sait pourquoi il a abandonné le combat. Il admet que c'est parce qu'il le connaît trop mal. Il révèle également qu'il connaît l'histoire du jeune esclave, qui a réussi à s'élever dans l'arène esclavagiste et a été salué comme un épéiste talentueux. Pour l'instant, il veut profiter du fait qu'ils sont les seuls à savoir que Mélo est également un artiste martial de premier ordre. Il pense que cela pourrait être crucial pour l'épreuve à venir. Siège loue la vivacité d'esprit de son maître. Jasper sourit, prévoyant de garder un œil sur Mélo à partir de maintenant. Le lendemain matin, Mélo se dirige vers la forêt de bambous. L'examinateur de la cérémonie d'essai, un vieil homme barbu, lui explique que ce qu'il va accomplir est un rituel que tous les nouveaux arrivants doivent accomplir. Il lui ordonne de suivre le chemin qu'il lui indique.
Il explique qu'il y a un monument en pierre dédié au premier guerrier divin et qu'il doit apprendre ce qui y est écrit pour être reconnu comme candidat qualifié. Il prévient Melo que la forêt de bambou est un lieu de reproduction pour les tigres tonnerres. Melo reconnaît que les tigres tonnerres sont des monstres non classés. Le vieil homme précise que les bêtes attaquent en meute et sont reconnues comme une catastrophe par la plupart des nations. Le vieil homme affirme qu'il met son courage à l'épreuve et qu'il ne rencontrera aucune bête s'il prend le bon chemin. Melo s'engage nonchalamment sur le sentier. L'examinateur se plaint d'être entré sans marcher et l'avertit de suivre attentivement les panneaux tandis qu'il observe le jeune homme avancer. Le vieil homme se demande s'il est courageux ou téméraire. Melo continue son chemin sans être dérangé. Il s'arrête à la vue d'un panneau indiquant la direction du monument. Un des hommes de Jasper, perché au-dessus d'un bambou, observe Melo suivre le panneau. Il sourit en voyant le jeune homme suivre son faux panneau. Il dit qu'il fait cela depuis que l'esclave l'a humilié. Il espère que les tigres le dévoreront vivant. Après un moment de marche, un tigre tonnerre bondit sur Melo. Le jeune homme dégaine son épée et coupe la bête en deux. Il entend des grognements alentour. D'autres tigres tonnerres l'approchent. Ils l'encerclent de tous côtés. Melo les prévient qu'il était autrefois le roi des monts et qu'il ne refusera aucun défi. Le vieil examinateur s'engage sur le sentier et aperçoit le faux panneau. Il se demande s'il s'agit bien de l'œuvre d'un des candidats. Le vieil homme court à la recherche de Melo. Il s'arrête alors à la vue d'un amas de tigres tonnerres morts. Il est choqué d'en voir autant. Melo apparaît. Le vieil homme se souvient du passé, où il était impensable pour les candidats d'affronter une meute de tigres tonnerres. Il est heureux de constater que quelques-uns, dont Melo, sont capables de les affronter cette année. Melo annonce au vieil homme qu'il a confirmé l'inscription sur le monument et lui demande quelle est sa prochaine étape. L'examinateur lui demande ce qu'il désire en matière de pouvoir. Melo lève les yeux et répond que son objectif est d'atteindre les cieux. Olivia se trouve dans la chambre d'hôte du site de test de succession et vaque à ses occupations, sirotant du thé seul. Deux femmes présentes dans la loge aperçoivent Olivia et racontent qu'elle a désigné un enfant de l'esclave de basse lignée de Nick comme candidat au titre de guerrier divin. Elle rit de son dégoût et de sa honte. Olivia s'approche de leur table et renverse son thé sur l'une d'elles. Olivia leur dit de ne pas se moquer de Melo. La femme sur qui elle renverse se met en colère et lui dit que son esclave finira par échouer. Elle déclare attendre que son esclave échoue pour humilier Olivia encore davantage. Elle souffle et souffle tandis que son ami l'empêche d'attaquer Olivia. Olivia lui dit qu'elle est prête à relever tous les défis qui se présenteront à elle. La jeune fille aux cheveux roses s'éloigne. Olivia arpente la forêt de bambou en se remémorant la victoire sans effort de Melo sur le grizzly démoniaque. Elle sait que de nombreux autres candidats peuvent en faire autant. Ce qui réduit considérablement les chances de Melo de devenir un guerrier divin. Malgré cela, elle ne peut s'empêcher de penser que Melo est spécial, même si elle ignore pourquoi. Soudain, elle tombe sur une hutte. Le vieil examinateur est derrière elle. Le vieil homme demande si Valia a besoin de lui. Cela la surprend et la pousse à sortir son sabre. Elle se sent mal à l'aise de ne pas l'avoir vu venir. Elle devine d'un seul coup d'œil que, malgré son air doux, le vieil homme est en réalité le premier guerrier divin. L'examinateur lui dit qu'elle adopte une bonne posture de combat, puis la complimente sur son physique. Olivia réalise que le premier guerrier divin est un pervers. Elle lui confie être venue vérifier l'état du candidat envoyé par la famille Wilson. L'examinateur comprend instantanément de qui elle parle et lui demande de lui montrer quelque chose. La femme le suit jusqu'à ce qu'elle aperçoive un amas de cadavres de tigres tonnerres. Le vieil homme confirme qu'il s'agit de l'œuvre de Melo et admet n'avoir jamais vu personne faire une chose pareille auparavant. Olivia réalise que Melo est d'un niveau supérieur à ce qu'elle pensait. Le vieil homme lui demande de garder le secret sur l'œuvre du garçon. Il explique que Melo bénéficiera d'un traitement de faveur si tout le monde apprend cela. Le vieil homme brûle les cadavres de tigres et prie pour eux. Il annonce ensuite à Olivia que Melo sera l'élément clé de l'épreuve de succession. Olivia assimile l'information en silence. Le vieil homme lui fait alors ses adieux, car il devra diriger la cérémonie d'élection du dernier candidat. Plus tard, des centaines de candidats guerriers divins se rassemblent dans une salle de réunion. Aaron, l'un des 10 saints de l'épée, annonce le début de l'examen de sélection. Les candidats parlent d'Aaron comme d'une légende, ayant gravi les échelons grâce à ses compétences, sans aucune lignée particulière. L'un des candidats interrompt le discours d'Aaron pour lui suggérer de s'adresser à eux plus formellement, car ils sont de noble lignée. Aaron rit, s'attendant à une telle remarque.
Le sein de l'épée inspire puis fixe les candidats avec intensité. La plupart, y compris le râleur, sont emportés comme par une force invisible. Jasper en déduit que l'esprit combatif d'Aaron est capable de projeter les gens en l'air. Le sein de l'épée hurle que le statut familial et la lignée n'ont aucune importance dans ses rangs. Il déclare que seule la force pure compte dans l'examen. Aaron est alors choqué de constater qu'un candidat reste debout parmi ceux qui l'entourent. Melo se contente de dépoussiérer son épaule comme si de rien n'était. Tout le monde se demande pourquoi le jeune esclave n'a pas été emporté. Aaron et Melo se fixent du regard. Le chevalier se précipite sur le jeune esclave, prêt à dégainer sa grande épée. Le candidat se crispe, incertain de ce qui va se passer. Aaron dégaine son épée et frappe Melo. Il s'arrête à 2 doigts de le toucher au cou. Il demande au jeune esclave ce qu'il n'a pas esquivé. Melo lui répond qu'il a remarqué tous les signes dans son langage corporel qui trahissent son absence d'intention meurtrière. Il répond calmement qu'il ne prend pas la peine d'esquiver les attaques dont il sait qu'elles ne le toucheront pas. Aaron sourit. Il propose au jeune esclave de participer à une séance d'entraînement avec lui. Dans ce monde, l'école Evans d'épée transcende les frontières et est connue dans le monde entier. Les dojas de la rue perpétuent leur style d'enseignement. Des précepteurs privés enseignent aux enfants nobles selon ce style. Les Evans servent même de conseillers militaires à diverses nations. Leurs disciples sont plus d'1 million, des guerriers divins aux épéistes novices. Ils exercent une influence sur tous. Aaron, autrefois enfant du peuple, s'est hissé au 3e rang des saints de l'épée. Autrement dit, il se situe dans le 2e percentile de l'école Evans. Il s'apprête actuellement à entamer une séance d'entraînement avec l'un des candidats guerriers divins, Melo. Il commence par améliorer ses capacités physiques. L'activation de cette compétence déclenche également une puissante rafale de vent autour d'Aaron. Les spectateurs sont impressionnés par la puissance des forces que le sein de l'épée peut libérer simplement en améliorant ses capacités physiques. Melo est soulagé d'affronter un adversaire du calibre d'Aaron. Il arbore un sourire malicieux, sentant son sang bouillir et son cœur battre la chamade. Aaron sent que Melo est impatient de l'affronter. Il ne sait pas si le garçon est un imbécile ou un génie. Le sein de l'épée se met en position de combat. Les 2 hommes semblent heureux de s'affronter. Melo devine la personnalité d'Aaron, audacieuse, brutale et inébranlable à la façon dont il court vers lui. Il perçoit également ses capacités physiques extrêmes et sa force de parole. Aaron sursaute, prêt à frapper Melo. Alors qu'il s'apprête à abattre son épée sur la tête de son adversaire, une vision lui traverse l'esprit. Il perçoit la présence de Melo sous le jeune esclave. Aaron ne comprend pas et est pris de panique. Il se souvient de son enfance, lorsqu'il s'entraînait avec le premier guerrier divin. Le vieil homme lui avait expliqué que l'escrime pouvait servir à se défendre. Il demanda au garçon quelle était, selon lui, la défense ultime en escrime. Le garçon réfléchit, puis répondit qu'il s'agissait d'affiner ses techniques et ses capacités physiques jusqu'à atteindre un niveau où personne ne peut les blesser. Le vieil homme lui expliqua qu'il parlait de l'aspect offensif. Il expliqua au jeune Aaron que la défense ultime, c'est lorsqu'il voit un adversaire dont il sait qu'il n'a aucune chance de le vaincre. Il ne devrait jamais être le premier à attaquer. Il ne devrait se battre que s'il n'a plus le choix. De retour dans le présent, l'épée d'Aaron est sur le point de frapper Melo. Une énorme explosion se produit. La poussière se dissipe, révélant qu'Aaron a raté Melo et que son épée n'a touché que le sol. Melo lui demande pourquoi il l'a attaqué plus tôt, sans intention de porter son coup, et pourquoi il l'attaque maintenant pour changer de trajectoire en plein milieu de son coup. Le sein de l'épée ignore pourquoi il a agi ainsi. Il ne pense qu'aux paroles de son mentor, ne jamais frapper en premier contre un adversaire qu'il sait incapable de vaincre. Le narrateur explique que l'enseignement du premier guerrier divin est ancré en lui depuis longtemps. Le subordonné d'Aaron rappelle au sein de l'épée que le temps presse. Aaron retire son épée et abandonne le duel. Melo est déçu de ne pas s'être amusé. Aaron observe Melo à nouveau. Il se souvient avoir vu le démon dans l'esclave et tente de comprendre ce qu'il a vu. Aaron guide les candidats jusqu'au lieu du premier examen. Il s'agit d'une immense salle dotée de nombreuses plateformes de combat. Il les informe que le premier examen sera une bataille royale où 10 participants monteront sur une plateforme. Il déclare, les 3 règles pour la victoire sont de forcer l'adversaire à se rendre, de le mettre KO ou de le rendre incapable de combattre. Les 5 derniers candidats sur la plateforme sont ceux qui réussissent l'examen. Le subordonné d'Aaron craint qu'il soit trop tôt pour trier les candidats en fonction de leur force.
Il craint que l'examen soit un peu difficile pour des candidats d'âge et d'expérience en arts martiaux différents. Aaron justifie la nécessité de passer un tel examen pour survivre à la suite. Il précise également que leurs chances de réussite sont de 1 contre 2, ce qui rendrait les confrontations entre faibles et forts plus faciles à éviter à l'avenir. Le subordonné comprend désormais qu'Aaron recherche des candidats capables de s'adapter et d'élaborer des stratégies face à des circonstances inattendues. Aaron lui explique également que cet examen sera l'occasion pour les candidats d'évaluer les forces et les techniques de leurs concurrents. Il a hâte de voir ce qui va se passer. Le premier examen commence avec 10 candidats sur le ring, dont Jasper. Anne se précipite sur Jasper. Il est intercepté et déséquilibré par l'un des hommes de Jasper. Lui et 2 autres sur le ring déclarent être les gardes personnels de Jasper et qu'ils ne laisseront personne toucher à leur maître. Jasper ordonne aux 3 d'éliminer les autres, et ils obéissent loyalement à son ordre. Jasper observe attentivement les autres plateformes pendant que ces hommes s'occupent du combat. Il perçoit une présence puissante et observe la plateforme avec un candidat aux longs cheveux blancs. Il perçoit la puissance de son esprit combatif. L'un des candidats se rue sur le candidat aux cheveux blancs, déployant une combativité brute. Ce dernier projette tous les hommes sur sa plateforme, sauf lui. Jasper, émerveillé, envoie tout le monde en bas. Le candidat aux cheveux blancs demande à l'arbitre s'il peut éliminer tout le monde d'un coup. Jasper le reconnaît, Max, de la famille Evans, petit-fils du premier guerrier divin. Jasper pense qu'il a peut-être déjà atteint le niveau d'un saint de l'épée. Jasper porte son attention sur la plateforme où se trouve Melo. Tous ses adversaires sont d'accord pour éliminer l'esclave en premier. Ils chargent tous en même temps. Melo esquive chacun de leurs mouvements comme s'il était un courant d'eau. Les candidats sont frustrés de ne pas pouvoir le toucher. Melo est déçu de ne pas transpirer alors que son objectif est de reprendre toute sa puissance face à ses adversaires. Aaron observe attentivement. Intrigué par les mouvements du garçon, il avoue n'avoir jamais vu de telle technique à l'école Evans. Il sent aussi que le garçon se retient encore. Il se demande si sa force dépasse la sienne, mais il se ravise, persuadé qu'il réfléchit trop. Aaron remarque alors que Max et Jasper sont tous 2 exceptionnels. Le subordonné demande à Aaron pourquoi il a l'air si heureux. Il répond que ce sera amusant de remettre ses candidats en forme. Il pense que certains d'entre eux pourraient même être des prodiges suffisamment forts pour surpasser le guerrier divin actuel. Aaron est impatient de les mettre en forme. Les candidats dînent tous au réfectoire. Jasper est occupé à planifier sa prochaine action, d'après ce qu'il a observé lors du premier examen. Pour lui, Max est le meilleur candidat pour devenir le prochain guerrier divin. L'autre candidat est Melo. Il croit qu'il existe un autre candidat prometteur, exactement comme lui. Jasper entend quelqu'un crier après Melo. L'homme s'approche de Melo alors qu'il mange seul et lui demande sarcastiquement s'il souhaite lui tenir compagnie. Melo ne lui répond rien. Jasper observe qu'il est Arthur, de la famille Sterling, et que ses compétences sont de premier ordre. Il pense que sa chute est due à son attitude déplorable. Arthur conseille à Melo d'abandonner l'examen de sélection. Melo répond qu'il ne comprend pas ce qu'il essaie de dire. Arthur affirme qu'il perturbe l'ordre du Marshall Hall. Il justifie cela par le statut familial et la lignée, et que quelqu'un comme lui ne devrait jamais réussir l'examen. Melo continue de manger comme s'il n'avait rien entendu. Il dit à Arthur qu'il ne comprend pas un seul mot de ce qu'il dit et qu'il doit simplement accepter qu'ils ne seront jamais d'accord. Arthur lui affirme qu'en tant que Sterling, il n'aura aucune chance contre lui aux examens. Melo répond qu'il s'en fiche. Arthur frappe la table à manger et la brise en morceaux. Il menace Melo de violence. Melo répond avec désinvolture qu'il jouera le jeu s'il le veut. Jasper intervient et leur rappelle que les combats privés sont interdits. Il suggère qu'ils règlent leur compte sous couvert d'entraînement simulé et propose de superviser lui-même le tout. Melo et Arthur s'affrontent sur l'une des plateformes lors du premier examen, sous les yeux de Jasper qui les assiste en tant qu'arbitre. Jasper voit là une occasion en or de voir de quoi ils sont capables. Il estime qu'Arthur rivalise avec les 10 saints de l'épée, tandis que Melo rivalise avec un maître. Il souhaite que Max et Arthur rejoignent sa faction, mais les estime trop distants ou orgueilleux pour le faire. Il vise Melo et prévoit de prendre en otage un parent de sa mère. S'il refuse toujours, il compte l'éliminer une fois pour toutes. Arthur explique à Melo qu'il vient de commettre l'erreur d'accepter un test blanc, car c'est sa façon habituelle de faire souffrir les gens. Il active un sort qui fait flotter des orbes blancs autour de lui comme de la neige.
Arthur lui explique que cette technique lui permet de prédire les moindres mouvements de son adversaire dès qu'il franchit la distance de 5 mètres. Jasper connaît sa technique et avoue que même lui aurait du mal à combattre Arthur s'il la découvrait pour la première fois. Il se demande comment Melo va la contrer. Melo demande s'il peut commencer. Arthur répond que oui, alors Melo se déplace si vite qu'il disparaît en un clin d'œil. Il réapparaît derrière Arthur. Le grand homme s'en rend compte, mais Melo lui tranche le cou avant qu'il puisse réagir. Melo affirme que les prédictions ne valent rien s'il ne peut pas réagir à ses mouvements. Arthur s'effondre inconscient au sol. Jasper frissonne et est en sueur froide. Il crie intérieurement que ce que Melo vient de faire est impossible. Il y a 5 générations, on raconte l'histoire de Jasper, le malheureux garçon. Deuxième à l'examen de sélection des guerriers divins, il fut placé à la tête de la famille Blackwood. Il s'éleva jusqu'à devenir un ancien des 3 grandes familles Evans. Cependant, ses accomplissements lui paraissent incomplets, car aucun Blackwood n'a produit de guerrier divin. Il vieillit et prit sa retraite sans son rêve d'un guerrier divin Blackwood. Un jour, le guerrier divin de cette génération vint s'entraîner chez la famille Blackwood. Le guerrier divin était si puissant que les meilleurs disciples des Blackwood lui semblaient des enfants. Ce jour-là, le vieux chef sourit en concevant une idée. Il rendit visite à sa fille alors qu'elle enterre sa petite fille. Le vieil homme la prit par la main et l'entraîna avec lui. Il paraissait fou en décrétant qu'elle porterait l'enfant du guerrier divin. Il compte bien réaliser ses rêves, même si cela ne se produit pas de son vivant. Sa fille semblait impuissante tandis qu'on la traînait. À l'époque, on doutait de la santé mentale du vieil homme. Les Blackwood devinrent connus pour leur recherche de lignée forte. La sœur de Jasper suivit cette tradition en étant offerte comme concubine à un membre de la famille Evans, bien que cet homme fût de 30 ans son aîné. Jasper, impuissant, vit sa sœur emmener. La sœur le regarda en larmes en partant. Jasper tenta de la rejoindre, mais les adultes ne le laissèrent pas faire. Depuis ce jour, il réfléchit profondément à ce qu'il devait faire pour briser le cercle vicieux qui enfermait sa sœur. Il décida de s'élever pour devenir le chef de la famille Blackwood et l'un des aînés des 3 grandes familles Evans. Dès lors, il s'entraîna dur à l'escrime et utilisa toutes les astuces possibles et imaginables pour atteindre le sommet du hall des 100 Marshall et devenir le guerrier divin. De retour dans le présent, Jasper voit le corps inconscient d'Arthur gisant au sol. Trop bouleversé, il ne parvient pas à comprendre ce qui vient de se passer. Il se souvient de la disparition de Melo, qui réapparaît derrière Arthur et le terrasse d'un coup. Il abandonne toute tentative de compréhension, se concentrant sur la réalisation que Melo est la clé qui lui permettra d'atteindre le sommet dont il rêvait. Il s'agenouille devant Melo et s'incline devant lui, en toute dévotion. Melo lui demande ce qu'il fait. Jasper répond qu'il s'offre humblement à lui et demande à servir sous ses ordres. Melo le regarde, incapable de réagir. Jasper choisit la soumission totale à Melo. Plus tard dans la soirée, Arthur est dans un bar, tapant du pied à une table et se plaignant que Melo l'a ridiculisé. Un de ses disciples l'informe que des rumeurs circulent selon lesquelles Jasper serait devenu son disciple. Arthur est choqué d'apprendre la nouvelle. Le disciple continue de dire que, si Melo semble réticent, Jasper tente toujours de se soumettre à lui avec agressivité. Le sang d'Arthur bouillonne. Il donne un coup de pied dans son siège en accusant Melo et Jasper de l'avoir piégé. Il pense que la seule façon de l'assommer d'un seul coup est qu'ils aient triché. Il imagine qu'ils ont empoisonné sa nourriture et ont volontairement traîné la dispute jusqu'à un entraînement simulé. Il ordonne à ses hommes de lui dire de quelle famille il est issu. La douzaine de personnes crient qu'il vient de la famille Sterling. Il leur ordonne ensuite de lui dire qui il est. Ils répondent qu'il est l'homme qui deviendra le plus puissant guerrier divin. Arthur apprécie leurs éloges. Il crie qu'ils ont raison sous les acclamations de l'homme. Il promet de se venger de Melo. Les instructeurs pour l'examen de sélection sont en pleine réunion. Aaron annonce qu'ils effectueront l'entraînement sacré des 5 anneaux d'ici demain. Il s'agit d'une méthode d'entraînement controversée où les candidats s'isolent pendant 3 mois dans la montagne sacrée où vivent les dragons. Les autres instructeurs s'y opposent, car il est certain que 80% des candidats abandonneront. Aaron affirme que le taux d'abandon ne le concerne pas. Il justifie cela par la nécessité de former le guerrier divin le plus puissant de l'histoire. Il est convaincu que cette promotion a les qualités requises pour créer ce champion. Il leur annonce également qu'il prendra ses responsabilités en les entraînant pendant 1 mois afin qu'ils puissent tenir tête à la montagne sacrée. Il annonce qu'ils procéderont à la sélection pour l'aura de combat sacré,
et que ceux qui réussiront accéderont aux 5 anneaux de l'entraînement sacré. En attendant, ceux qui auront besoin d'un entraînement supplémentaire le suivront sous sa direction. Le lendemain, les candidats sont réunis dans une arène. L'aura de combat sacré est une technique secrète conçue pour combattre les monstres. On dit que l'apprendre revient à apprendre l'essence même des arts martiaux. Max est appelé par un instructeur pour prendre place au centre du ring. Là, il active son aura de combat brut. Elle est si puissante que les autres candidats la comparent à celle d'un tigre féroce. Aaron est impressionné par lui, d'autant plus qu'il voit bien que Max n'utilise même pas toute sa puissance. Un instructeur crie alors à Melo de ne pas pouvoir utiliser l'aura de combat sacré. Melo lui répond qu'il n'a jamais pensé à l'apprendre. Il a l'air si satisfait que l'instructeur en est perplexe. Ce dernier lui demande comment il a réussi son premier examen sans elle. Melo veut dire qu'il a utilisé l'aura du démon, mais il répond qu'il a plutôt utilisé les arts martiaux. Les autres candidats se moquent de lui, le jugeant si faible. Jasper pense secrètement que les candidats sont stupides de ne pas avoir perçu le potentiel de son seigneur. Il remarque qu'Aaron et quelques autres perçoivent la vérité. Voir une personne aussi forte sans connaître l'aura du combat est une bouffée d'oxygène pour le sein de l'épée. Melo demande quand même à se rendre à la montagne sacrée. Aaron le touche à l'épaule et lui dit qu'il doit rester un mois supplémentaire pour un entraînement de rattrapage. Melo a l'impression de se déshonorer en restant. Aaron amène ceux qui ne peuvent pas utiliser l'aura sacrée à la salle d'entraînement. Il leur enseigne la technique et comment elle aiguisera leur sens à l'extrême jusqu'à atteindre le 6e sens. Ils seront alors capables de prédire les attaques à partir des mouvements subtils de leurs adversaires avec une précision visuelle proche du futur. Aaron leur explique qu'ils apprendront d'abord à esquiver les pierres et les épées de bois, puis à esquiver plusieurs flèches les yeux bandés. Il précise que ce n'est que lorsqu'ils parviendront à faire ce qu'ils demandent qu'ils seront autorisés à pénétrer dans la montagne sacrée. Melo demande à passer immédiatement le test d'esquive de flèches. Les autres candidats le trouvent prétentieux. Aaron sourit, pensant pouvoir le réussir. Il accepte. Melo se bande les yeux. Plusieurs hommes armés d'arbalètes l'entourent de tous côtés. Ils tirent tous leurs flèches en même temps. Les flèches se rapprochent, mais le garçon reste immobile. Il attrape chaque flèche à 2 mains en un instant. Aaron et les autres s'émerveillent de la façon dont il a réussi à toutes les attraper. Melo dit à Aaron qu'il perd son temps alors qu'il laisse tomber les flèches. Un candidat court sur la montagne sacrée pour sauver sa vie, couvert de blessures. Il rencontre une bête serpentine géante appelée le basilic. Il fixe ses yeux effrayants, il le transforme en statue de pierre. La bête renverse la statue, brisant la tête du corps. Pendant ce temps, ailleurs, Jasper, les yeux fermés, affronte seul un basilic. La bête tente de le frapper, mais ses sens en alerte lui permettent de l'esquiver. Il lui tranche un membre. Il sort une aiguille épaisse et longue et la lance sur le sac du monstre avec une puissance suffisante pour que l'objet ressorte de l'autre côté. Il lui tranche ensuite la tête. Il commente qu'il n'a plus besoin de se soucier de la nourriture. Il repense à la façon dont son seigneur Melo a été abandonné. Il se demande ce qu'il fait dans ce moment. Ailleurs dans la montagne, Melo a placé plusieurs cadavres de basilic en brochettes sur d'immenses pieux de bois. Il explique qu'ils lui fourniront de la nourriture pendant 3 mois. Il se dirige vers une cabane. Des étagères remplies de livres l'animent. Il sourit à l'idée de commencer ses études. Il ouvre le premier livre et constate que les bases de l'aura de combat sacré sont les mêmes que celles de l'aura de combat démoniaque. Melo trouve amusant d'avoir fini par l'apprendre. Il pense à Val et à la grâce de son aura de combat. Il cherche les mots justes pour la décrire, jusqu'à ce qu'il finisse par dire que son aura est magnifique. Il trouve la motivation nécessaire pour maîtriser la technique afin que Val ne le méprise pas. Il se souvient de l'armée d'étrangers qu'il a affrontée dans le futur. Il est déterminé à être aussi fort que jamais. Il passe son temps à lire. Il le passe à essayer de recueillir une aura sacrée dans sa paume. Parfois, il mange, et parfois, il médite en faisant ressortir son aura. Tout en renforçant son aura, il maîtrise également l'absorption de l'aura du basilic. Il ressent une sensation de force croissante. Il trouve cette sensation exaltante. Un mois plus tard, Aaron s'approche de sa hutte. Il appelle Melo pour qu'il ouvre. Il ouvre lui-même et voit le garçon endormi sur une pile de livres. Son expression le fait grimacer. Melo se réveille et se lève. Il dit à Aaron qu'il a lu tous les livres et les a tous mis en pratique.
Le saint de l'épée pense qu'il plaisante. Mélo répond qu'il maîtrise déjà une technique avec des fondamentaux similaires, donc il a appris vite. Il raconte comment il a déjà appris des meilleurs de son passé. Il active son aura. La lumière bleue submerge Aaron à tel point qu'il se demande s'il est vraiment humain. Il décrit son aura comme magnifique. Mélo éteint son aura et dit à Aaron qu'il a un problème avec le livre d'aura d'Evans. Il explique que les instructions du livre sont inefficaces. Aaron grogne, confus. Dans la cabane isolée, Mélo est laissé dans un cri d'indignation. Aaron demande au jeune homme de s'expliquer. Le manuel a été écrit par leur fondateur et devrait contenir la meilleure méthode d'apprentissage de l'aura sacrée, d'après l'auteur seul. D'après les archives, il n'y avait tout simplement aucun problème. Il est écrit que le fondateur, étant donné le redoutable guerrier qu'il était, pouvait couper un ennemi en 2 à 50 mètres de distance grâce à son aura. Cependant, aucun membre de la famille Evans n'était capable d'accomplir cet exploit. Aaron affirme que cette histoire n'est qu'une légende, et que même lui ne peut parcourir que quelques mètres au mieux. D'un regard confiant et déterminé, Mélo affirme que la preuve vaut mieux que la théorie. Le duo se dirige vers l'extérieur où l'aura du jeune homme jaillit élégamment, tourbillonnant autour de son corps. En la revoyant, le saint de l'épée ne peut qu'être émerveillé par son accomplissement. Ceux qui ne s'y connaissent pas trouveraient incroyable qu'il n'ait pu utiliser l'aura de combat que récemment. Mélo demande si le fondateur a intentionnellement caché la vérité ou si elle a été perdue à un moment donné. À ce stade, personne ne sait ce qui s'est réellement passé, mais il est parfaitement capable de démontrer ce qui se cache derrière la méthode inefficace décrite dans le manuel. La puissance enveloppa son corps, et bien que ce soit impressionnant, Aaron ne vit rien de différent du moins au début. Bientôt, il remarqua quelque chose se passer avec l'épée du jeune homme, et ce n'était pas seulement l'aura sacrée. Avec une concentration mortelle, Mélo serra son épée et frappa, envoyant une entaille déchirante qui rugit à travers le sol. L'attaque toucha un arbre au loin et coupa le tronc net en deux. Devant eux se trouvait la trace de sa frappe à longue portée. En examinant la mesure, il estime qu'elle doit être d'au moins 50 m. Le saint de l'épée était stupéfait d'avoir vu un garçon reproduire une attaque légendaire. Il affirme que c'est impossible et se demande comment il a réussi. Heureusement, le tour est étonnamment simple. Mélo rassemble de la magie dans ses paumes et la fait courir le long de son épée de bois. Finalement, Aaron comprend la réponse à cette question récurrente. Ce qu'il vient d'utiliser n'était rien d'autre que de la magie du vent. Mélo sourit en comprenant la bonne idée. Les 7 attributs constituent la base d'une épée magique et, en utilisant l'aura sacrée comme base, ils peuvent infuser ces attributs magiques. Grâce à cette méthode, même une épée de bois peut se transformer en une arme magique polyvalente et puissante, telle la véritable méthode d'utilisation de l'aura, développée par le fondateur des guerriers divins. Aaron étudie le guerrier prodigieux et réfléchit à ce qui pourrait arriver. Reconnaissant son intelligence et son potentiel, un certain homme lui vient à l'esprit. Il conseille alors à Mélo de cacher cette compétence au moins pendant toute la durée de l'examen de sélection. Si on découvre qu'il peut utiliser ce pouvoir, il sera entraîné dans suffisamment d'entretiens pour le distraire. On pourrait en tirer gloire et fortune, mais ces choses n'intéressent pas le jeune homme, qui considère simplement la situation comme problématique. Il a une idée et demande au sein de l'épée de diffuser la méthode dans le monde entier. La demande absurde est si surprenante qu'il reste un moment sans réagir. Comprenant enfin ce qu'on lui demandait, Aaron cria, stupéfait et incrédule. Un esclave inconnu avait tout à gagner en découvrant la méthode, mais il la dévoile maintenant avec tant de désinvolture. Cependant, Mélo n'y voit aucun inconvénient, ajoutant que le saint de l'épée comprendrait la logique de la technique. Il ne la maîtrisera pas du jour au lendemain, mais cela devrait être réalisable un jour. La compétence elle-même a été découverte par Val, et personne à cette époque ne sait comment l'utiliser. S'il propage cette connaissance, la maîtrise humaine d'aura augmentera considérablement, augmentant ainsi leurs chances face aux étrangers. Aaron obtient ce qu'on lui demande et apprécie l'offre, mais la situation le pousse à se demander qui était réellement leur maître. 2 mois plus tard, le dernier jour de l'entraînement sacré des 5 anneaux arriva, et tous les élèves étaient réunis. Il est resté environ 70 personnes, 30% de la classe ayant abandonné. Un groupe se réunit, et certains des plus forts remarquent Mélo, qu'ils espéraient voir atteindre ce stade. Arthur le maudit, se souvenant encore très vivement de l'humiliation subie lors de leur rencontre 3 mois plus tôt. Son laquais lui demande s'il devrait se liguer contre le jeune homme, mais Arthur lui dit d'oublier, car il a quelque chose de plus intéressant à lui montrer. Avec un sourire sournois, il annonce qu'il va leur montrer le côté obscur.
L'aura sacrée de Milo jaillit, tourbillonnant et se rassemblant telle une tornade de puissance pure. Les spectateurs sont stupéfaits, ayant appris qu'il ne savait pas s'en servir quelques mois auparavant. De plus, il est d'origine modeste. Le déluge tourbillonnant d'aura se dissipe lorsque l'instructeur termine l'examen et que le candidat suivant est appelé. Arthur fronce les sourcils, incrédule et sceptique face à cet esprit combatif débordant. Les gens murmurent et bavardent, même les plus fous ayant commencé à remarquer que leur compréhension du jeune homme était bien trop superficielle. Ce n'est pas seulement l'ampleur de l'aura sacrée qui témoigne de son niveau, mais aussi le flux d'énergie raffinée et solennelle, encore plus intense qu'il y a 2 mois. Aaron regarda les étudiants avec une attention particulière. Si le Joker atteint ce niveau, il devrait être prêt à passer à l'étape suivante. Après avoir vérifié l'énergie sacrée de chacun, il laisse passer l'examen. Cependant, pas de répit, surtout pour un guerrier divin censé inspirer respect et confiance. Les liens tissés lors de la salle d'entraînement deviendront des atouts durables pour un guerrier divin. Ainsi, il passe à l'étape suivante du processus de sélection. Ils doivent former une faction d'au moins 5 personnes et sont autorisés à créer une nouvelle équipe en tant que chef ou à rejoindre un groupe existant, selon une date limite fixée. Chacun est invité à faire de son mieux. Nombre d'entre eux ont paniqué devant cet ordre soudain, car rassembler 5 personnes ou plus n'était pas chose aisée. Cela devrait être facile pour l'ancien roi démon qui commandait des dizaines de milliers de subordonnés. Il compte les dominer par la peur, puis les forcer à obéir par la violence. Heureusement, personne n'a à s'inquiéter, car Jasper l'appelle pour le féliciter d'avoir réussi l'épreuve suivante. Cela déconcerte Milo, mais le prétendant intelligent affirme avoir été son subordonné pendant tout ce temps, même s'il ne l'a pas officiellement reconnu. Quoi qu'il en soit, s'il mobilise ses subordonnés, ils peuvent en rassembler plus de 20 sans problème. Comme trouver des gens de toutes pièces semble fastidieux, il dit aux camarades d'agir comme ils le souhaitent. Jasper s'accroche à son supérieur qui vient de reconnaître officiellement leur relation. Arthur se retourne avec un sourire sombre, leur disant silencieusement de profiter de ce moment d'excitation. Cette nuit-là, les couloirs et les chambres du dortoir étaient silencieux. Mela dormait profondément comme d'habitude, ronflant et bavant même de réconfort. Une silhouette sombre observait un assassin était collé au mur, le trouvant stupide d'avoir eu l'assurance de s'endormir dans une telle situation. Il saisit sa lame et s'apprêta à achever le jeune homme sur le champ. Plongeant avec son épée, il l'enfonça profondément dans le lit, visant droit au cœur de sa cible pour une mort douloureuse mais certaine. Il pensait que ce serait fini en une seconde, mais le corps sur le matelas avait soudainement disparu. Une voix glaciale s'éleva, annonçant qu'il avait choisi la mauvaise personne à assassiner. Son corps se mouvait instinctivement, mais se figea aussitôt lorsqu'une présence sinistre l'avertit. Se poignardant le cou, Melo savait pertinemment qu'il avait envoyé et, d'un regard impitoyable, ordonna à l'homme de le conduire à Arthur. Dans la forêt, loin des dortoirs, les chopes tintaient tandis qu'Arthur et son laquais célébraient, certains que leur agaçant concurrent avait été éliminé. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que le commerce secret de la famille Sterling ne soit autre que l'assassinat. Il se tourna d'un air moqueur vers Jasper, ligoté et battu, le traitant de chien de compagnie inutile, à peine capable de respirer. Le jeune homme murmura d'une voix inaudible. Quelqu'un s'inquiète soudain et affirme qu'il pourrait être dangereux de tuer d'autres participants dans la salle d'entraînement. Arthur n'y prête aucune attention, se disant qu'il est courant que des factions se battent à mort pour le pouvoir. Elles se contenteront de manipuler le corps de leurs victimes et de se disculper de tout lien avec leur mort. Finalement, Jasper prend la parole et les traite d'idiots d'un air résolu. Il affirme que son maître ne tomberait jamais dans une ordure de leur niveau. Ces paroles prennent Arthur par surprise, car il ne s'attendait pas à ce que l'homme, réputé pour son insensibilité, trouve quelqu'un en qui il ait confiance. Il aborde ensuite l'histoire familiale de l'otage et comment sa sœur aînée a été vendue comme concubine pour briser cette tradition perverse. Il a participé à la sélection des guerriers divins, mais il était encore faible au fond de lui-même. Il saisit le jeune homme par les cheveux, lui rappelant que le travail des arts martiaux est essentiel pour renforcer la lignée. À sa place, il vendrait volontiers sa fille ou sa femme à un vieil homme crasseux. Ils entendent un grand bruit sourd derrière eux et découvrent le tueur à gages au sol, ligoté et battu. Milo s'avance vers eux, interpellant Arthur et lui disant « Les gens comme lui sont ce que d'autres appellent des ordures ». Les veines de la tête de l'homme crasseux sont presque hérissées de colère, tandis que le maître se tourne vers son subordonné. Il avait entendu son histoire plus tôt, y compris ce qu'il a fait pour sauver sa famille. Il pensait que Jasper n'avait agi que par intérêt personnel,
mais il est heureux de constater qu'il a lui aussi des convictions, après tout. Mélo réconforte le jeune homme en lui disant de ne pas s'inquiéter. Les autres chancellent de peur tandis que le crasseux promet de ne montrer aucune pitié à ceux qui pointent les crocs sur sa famille. Sentant l'hostilité, Arthur réagit promptement et met en garde l'ennemi contre tout mouvement. Il pointe son couteau sous le nez de Jasper, menaçant de le couper s'il désobéit aux ordres. Ne se fiant qu'à la quantité et à la qualité de l'aura sacrée, il admet à contre-cœur que Mélo est meilleur, mais seulement s'ils se battent de front. Il lance donc au prodige une bouteille remplie de liquide. L'attrapant et l'observant, il découvre qu'il s'agit d'un perturbateur de circuit d'aura. C'est une drogue qui arrête de force le raffinement de l'aura, et il doit la boire s'il veut que Jasper vive sans blessure. Sans même y réfléchir un instant, Mélo accepte le marché et vide la bouteille sans hésitation, prouvant qu'elle est complètement vide. Arthur esquissa un sourire narquois de joie et de triomphe. Il ricane, surpris que l'ennemi l'ait bu si volontiers. Confiant maintenant que ses pouvoirs sont neutralisés, il repousse Jasper d'un coup de pied, affirmant qu'il n'est plus utile. Maintenant, le jeune homme devant lui n'était plus qu'une marionnette qui ne pouvait même pas utiliser son aura sacrée. Mélo prend des nouvelles de son ami et le réconforte, qui s'excuse sans cesse de l'avoir laissé tomber. Cela dit, lâcher un otage si facilement est une folie, et Arthur aurait intérêt à au moins aller jusqu'au bout de ses méthodes malhonnêtes. Même en tant qu'assassin doué pour la coordination, il est au plus bas. Sans amélioration physique, il est certain que le petit garçon n'est qu'un bébé à ses yeux. Prévoyant de prendre son temps jusqu'au lever du soleil, il décoche un coup de poing qui atteint la cible en plein visage. Il voulait commencer par lui casser le nez, mais il s'aperçoit que la main avec laquelle il a frappé est complètement cassée. La prise de conscience prend un certain temps, mais il grimace et s'agenouille de douleur, ne comprenant pas comment ses doigts ont pu être défigurés. Il maudit Mélo, exigeant de savoir ce qu'il vient de faire. C'était une protection diamantée, explique Mélo. Une barrière magique qui enrobe le corps d'une dureté aussi résistante que celle du diamant. Il transpire en entendant le nom d'une compétence avancée qu'il n'a pas le droit de connaître. Reprenant ses propos précédents, le jeune homme affirme que sa profession secrète est la magie. Sur ces mots, la peur s'installe. Mélo disparaît et réapparaît derrière Arthur en un clin d'œil. Sans même leur laisser le temps de réagir, il lui assène un coup de pied dans le dos, le laissant presque inconscient. Le laquais, insensé mais courageux, tente de se défendre, mais il est pratiquement repoussé sans effort. Entourant ses ennemis d'images rémanentes créées par Speed, il corrige leur idée fausse selon laquelle l'amélioration physique est exclusive à l'aura sacrée. Il se trompe complètement, et il est là pour le prouver. À cet instant, Arthur fut soumis à un déluge de coups incessants, et tout ce qu'il pouvait faire était de laisser son corps bouger à chaque coup, incapable de suivre les mouvements de l'ennemi. Seul son esprit fonctionne, alors il se demande ce que le garçon voulait dire lorsqu'il prétendait être un magicien. Le portant par le col, Mélo arrête l'assaut et se rappelle qu'ils étaient censés rester ensemble jusqu'au lever du soleil. Arthur feint la défaite et recule, levant les bras en signe de reddition. Il pose la tête au sol, admettant son erreur et promettant de s'excuser auprès de Jasper en échange de sa clémence. Comme il se prosterne avec tant d'obéissance, le vainqueur décide de faire preuve d'indulgence. Cependant, l'homme le traite silencieusement d'imbécile au cœur tendre qui se retient, même avec ses coups de grâce. Contre toute attente, son bras est soudainement saisi et tiré dans son dos. Avec un sourire dément, Mélo déclare qu'il infligera une punition sans mort en guise d'excuse. Il abat sa main sur le bras, et un cri perçant retentit dans la forêt, accompagné d'un craquement sonore. Le visage et les doigts brisés, Arthur hurla de douleur, son bras le suivant bientôt, désormais fendu en deux. Pendant ce temps, Mélo fit monter Jasper, lui annonçant qu'il était temps de partir. Tandis qu'il partait, le sale compétiteur se tut soudain. Il sourit, les traitant d'idiots de ne pas avoir porté le coup de grâce à un assassin. Appelant son subordonné, il dit qu'ils vont commencer quelque chose de nouveau. Le lendemain, il regarda ses cibles s'éloigner et pensa au poison, à la mort accidentelle, aux tirs isolés et même à une explosion. Il attend de moyens de les tuer, alors il vaut mieux qu'il reste éveillé même endormi. Ils ne sont pas aussi inconscients qu'ils le pensent, car Jasper lui demande s'il peut partir comme ça, ajoutant qu'Arthur n'a probablement pas encore retenu la leçon. Honnêtement, inutile de le traiter à moitié, mais ils rateront le test s'ils tuent un autre candidat. Mélo dit à son subordonné de regarder et qu'il le tient déjà dans sa main. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, Arthur fut choqué d'apprendre que son principal subordonné avait disparu. Il était censé accomplir une tâche importante pour leur assassinat,
mais d'autres apprirent par l'instructeur qu'il avait été refusé à l'examen et quittèrent la salle d'entraînement. Le chef, incrédule, n'ayant encore rien entendu, regarda autour de lui et constata l'absence d'un autre subordonné. D'autres l'avaient vu ce matin-là, pâle, disant qu'il se reposerait dans sa chambre aujourd'hui. Arthur, furieux qu'il sèche les cours sans le prévenir, leur rappela qui était le responsable. Se tournant vers la personne la plus proche, il lui confia la prochaine mission et s'adressa aux autres personnes présentes, exigeant une nouvelle réunion ce soir-là. Le lendemain arriva et ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Il pensait que personne ne manquerait la discussion, mais personne n'était à la cantine avec lui. Tremblant, il se demanda pourquoi ils étaient tous absents. Juste à ce moment, on frappa violemment à la porte. Elle s'ouvrit et Aaron entra, l'appelant, sans s'y attendre. Arthur lui demanda pourquoi il était là à cette heure-là, à avoir quelque chose à dire. L'instructeur en vint au fait et annonça que les 14 personnes de son groupe avaient toutes été exclues de l'examen de sélection. Sans se soucier de sa réaction horrifiée, le jeune homme poursuivit en précisant qu'il devait encore former un groupe de 5 s'il voulait participer à la prochaine étape. Aaron partit, indifférent, prétextant qu'il lui restait 5 jours pour rassembler les participants. L'homme autrefois arrogant se retrouva seul en un instant. La pluie tomba cette nuit-là, et Arthur était emmitouflé dans sa chambre, tremblant de peur. L'anxiété l'avait envahi, certain que la cause de son malheur n'était autre que son ancienne cible. Il se creusa la tête avec acharnement, cherchant un moyen de rassembler suffisamment de monde en si peu de temps. À cet instant, des yeux immenses et profonds apparurent. Mélo était à ses côtés, l'air inerte, le fixant du fond de son âme comme un esprit hanté. Il poussa un cri aigu sous le choc et sortit du dortoir en courant, traversant les couloirs à toute vitesse. Il se demanda comment le jeune homme avait pu entrer dans sa chambre alors qu'il était sûr de l'avoir fermée à clé. Au détour d'un virage, la même silhouette affaissée réapparut, sans même le regarder. Arthur recula en titubant et tomba sur les fesses. Il le supplia pathétiquement de ne pas s'approcher et finit par s'enfuir pour sauver sa vie. Le bâtiment entier semblait vide et silencieux, à l'exception d'une respiration haletante dans une cabine de toilettes isolée. Il tenta désespérément de se calmer, au moins un court instant. À ce moment-là, il entendit la porte s'ouvrir en grinçant. Faisant de son mieux pour rester silencieux et caché, il s'arrêta net. Malheureusement, une ombre surgit de devant sa cabine, sans possibilité de s'échapper. Il se maudit d'avoir peur alors qu'il fait partie de la fière famille Sterling. Bien qu'incapable de contenir ses tremblements, il s'empressa d'ouvrir la porte d'un coup de pied, se disant prêt à se battre. Cependant, il n'y avait rien ni personne. Il n'eut même pas le temps d'éprouver un soulagement, car il sentit une présence sinistre se profiler derrière lui. Arthur se retourna centimètre par centimètre, comme si cela pouvait changer le cours des choses. À cet instant, un cri perçant retentit dans tout le dortoir. Arthur était noyé de terreur, se demandant ce que pouvait bien être la personne devant lui. Il s'est faufilé dans sa chambre de nulle part et n'arrêtait pas d'apparaître soudainement, peu importe où il courait. Reculant, effrayé, il demande au jeune homme comment il a réussi à le déjouer dans le domaine de l'assassinat, car il ne semble toujours pas comprendre. Mélo lui confie un petit secret. Il énumère une série de compétences comme la transparence, le camouflage, le fantôme et quelques autres. Au total, il a lancé une dizaine de sorts d'invisibilité pour reproduire la technique de la brume cachée. Cela dit, seules 10 personnes au monde savent l'utiliser, car il s'agit d'une capacité secrète d'élimination du son. Le jeune homme avant lui l'a reproduite par magie, sans effort. Mélo lui rappelle comment il a ciblé sa famille et qu'il lui rendra l'appareil au centuple. Plus d'excuses, alors cet homme infâme est sommé de quitter immédiatement la salle d'entraînement. Les pupilles d'Arthur tremblèrent sous les regards furieux qui le fixaient. Il savait que, où qu'il se cache, Mélo pouvait le tuer à tout moment. Le lendemain arriva et Aaron, malgré son impétuosité, était occupé comme d'habitude. Il observa les équipes d'examen formées, prêtes à passer à l'étape suivante. Pendant ce temps, Arthur fit ses valises et quitta le hall des guerriers le matin même. Ainsi, il ne restait plus que 2 prétendants principaux au titre de guerrier divin, Mélo et Max, 2 sérieux prétendants, et même lui ne pouvait prédire qui allait gagner. Pendant ce temps, dans le manoir des Wilson, Olivia était plongée dans ses pensées. Elle s'inquiétait pour Mélo, se souvenant du commentaire du premier guerrier divin le reconnaissant comme un joker dans le processus de sélection. Juste à ce moment-là, on frappa à sa porte. Un majordome fit irruption dans la pièce, bégayant, annonçant des nouvelles de l'évolution du garçon envoyé à l'épreuve de guerrier.
D'après un message reçu, il est désormais un candidat de choix pour être désigné vainqueur. Au même moment, il venait de recevoir une invitation à prendre le thé de la famille Evans. Elle savait qu'il était talentueux, mais ce niveau de réussite dépassait largement ses espérances. Acceptant l'invitation, elle se rendit plus tard au jardin de roses écarlates du manoir Evans. Étaient présentes à la réception les mères de Max et Arthur, Rose et Mera, ainsi qu'Olivia, représentante de la famille Wilson. Pour commencer, l'animatrice les remercie d'être venues malgré le préavis plutôt court. La matriarche Sterling affirme qu'il est naturel pour elle de renforcer leurs amitiés puisque le guerrier divin sera issu de leur famille. Cependant, elle critique la décision de la famille Wilson d'adopter simplement pour compenser leur incapacité à empirer les choses. Il est inconcevable qu'un candidat potentiel soit quelqu'un qui était esclave il n'y a pas si longtemps. Ces propos pourraient offenser les personnes concernées, mais elle ne fait qu'énoncer les possibilités. Puis, effrontément, elle affirme qu'Olivia a peut-être séduit l'instructeur, ce qui expliquerait tout. Après ce commentaire carrément insultant, ils se regardèrent fixement, laissant place à une brise froide et tendue. Rose s'exprime avec grâce, affirmant qu'il est indéniable que Melo est arrivé jusqu'ici, et qu'il devrait donc cesser de chercher la raison. Mera s'excuse négligemment, ajoutant qu'elle ne se souciait pas vraiment de lui de toute façon. Leur famille vit des assassinats, et elle est certaine que son fils peut déjouer Max. Juste à ce moment-là, son majordome familial l'appela pour lui annoncer la nouvelle. Il faillit lui murmurer des événements notables, et le regard de la matriarche s'écarquilla de stupeur et d'incrédulité. Elle venait d'apprendre qu'Arthur avait passé le test de sélection, mais avait été catégoriquement rejeté. Devant sa réaction, on lui demanda ce qui n'allait pas, mais elle se leva brusquement et s'excusa brusquement, prétextant une affaire urgente. Le chef partit rapidement, et Rose ne fut pas assez naïve pour ignorer les signes. Elle comprit alors que les candidats au titre de guerrier divin étaient désormais réduits à 2. Elle jugea préférable ainsi, car les stérings étaient entachés de violence et d'une impolitesse inexcusable. Les 2 dames de la maison acceptèrent alors de jouer franc jeu à partir de ce moment. Fermant son éventail d'un claquement de doigts autoritaire, la matriarche Evans affirme que Max semble considérer Melo comme son égal. Leur dictionnaire familial ne contient pas le mot « défaite », mais son fils va plus loin. Il ne vise pas seulement à devenir le guerrier divin de cette génération, mais le titre de héros lui a déjà été offert. C'est la première fois qu'Olivia entend parler du titre de héros, qui est apparemment plus élevé et supérieur que celui de guerrier divin. L'information était censée rester confidentielle, mais Rose affirme que cela ne devrait pas avoir d'importance. Les humains ont un ennemi commun, les démons, et s'allient tous les 10 ans pour les subjuguer. Les gens vivent dans la peur au quotidien à cause de ces monstres, incapables de les affronter seuls. Cela dit, il est également de notoriété publique que les 2 forces sont dans l'impasse depuis un siècle. Ce que le grand public ignore, c'est qu'il s'est passé quelque chose il y a 3 ans. Dieu a envoyé un message divin annonçant une percée, contactant un oracle par le biais de leurs rêves. Un gardien de l'humanité, doté d'un pouvoir irrésistible, allait apparaître comme leur héros. Comprenant déjà qu'il devait venir de la famille Evans, Olivia demande si cela concernait Max. Rose répond que c'est exactement ce qu'il semble, et que son fils ignore le mot « défaite », car il ne l'a jamais vécu. Pendant ce temps, dans la salle des 100 guerriers, Aaron rassembla tous les participants pour le 4e examen. Il y avait beaucoup de monde, mais seuls 2 candidats de tête restaient. Aaron annonça que le thème de cette étape était la stratégie de donjon. Tout le monde se dirigea vers le donjon labyrinthe, spécialement conçu pour la sélection. Il regorgeait de monstres terrifiants et de pièges venus des profondeurs de l'enfer. Après tout cela, un minotaure attendait au bout, et le premier à le vaincre remporta l'étape. Ils se rassemblèrent autour de l'entrée, et l'instructeur fut surpris de voir le groupe derrière Melo, qu'il pensait peu disposé à faire équipe. À ses côtés se trouvaient Jasper et tous ses subordonnés, qu'il avait assimilés d'un simple regard. Il est évident que leur équipe est désormais la plus forte de la salle. Max, en revanche, n'avait personne à ses côtés. L'instructeur lui demande pourquoi il était seul, mais on lui retourne la question et on lui demande si cela va poser problème. Le but du test étant de déterminer les performances d'un leader, chacun a été chargé de se regrouper. Il explique qu'il a formé une équipe, mais qu'il effectuera tout de même la tâche du donjon seul. Il a donc demandé à ses coéquipiers de rester en arrière, ce qui, confirme-t-il, n'est pas contraire au règlement. Aaron est stupéfait et se demande pourquoi il voudrait entreprendre une telle mission seul. Le candidat le plus fort répond qu'il ne veut pas être entouré de monde, c'est aussi simple que ça.
Tandis que l'instructeur souriait à l'enfant à problème, Melo écoutait de derrière, entendant ce que le concurrent disait. Il se souvient de Val, à qui il parlait souvent du combat en tête-à-tête, qu'il considérait comme le plus fort de leur camp. Ils servent de représentants, et ainsi, ils peuvent se battre à leur guise. En imaginant son visage, il repense à ce souvenir avec tendresse et ne peut s'empêcher de sourire intérieurement. Melo pensait qu'il n'y aurait que des personnes ennuyeuses à l'examen, mais il semble qu'il en ait aussi rencontré d'intéressantes. 4 équipes s'affrontent, et des examinateurs les accompagneront pour les noter. Voyant le visage de Melo, il demande s'il y a un problème, car le donjon semble compliqué. Le candidat demande s'il y a des conditions à remplir. Ils risquent leur vie cette fois, et les inutiles n'y arriveront pas. Les candidats doivent apprendre à être des leaders et à assumer leurs responsabilités. L'ancien seigneur démon sourit en entendant cela, interprétant cela comme une permission de faire ce qu'il veut. Au bout d'un moment, l'épreuve commence enfin. Seuls quelques-uns d'entre eux parviendront à intégrer la force. Alors que Jasper pensait à son maître, quelqu'un interpella Melo, qui se déplaçait autour du mur extérieur du labyrinthe. Il tenait un morceau de papier et disait « Le bon endroit devrait être quelque part là ». Le désignant avec précision, il imprégna sa lame d'un mélange concentré de magie et d'aura, le fixant avec une concentration intense. Les autres tentèrent de lui demander ce qu'il allait faire. Le jeune chef enfonça sa lame profondément dans le mur. Tous écarquillèrent les yeux, stupéfaits, en voyant la couche extérieure s'ouvrir. Il demande à Aaron si les murs peuvent vraiment être brisés aussi facilement, mais c'est faux, bien sûr. La pierre devant eux était censée être aussi solide que les matériaux les plus durs de l'humanité. Jasper le félicite, mais se demande pourquoi il vient de faire preuve de force. Voyant son maître s'étirer et se préparer à porter un autre coup, il comprend ce qu'il avait l'intention de faire et n'en croit pas ses yeux. Melo frappe à nouveau et passe au suivant, puis au suivant, en disant qu'il devrait aller en ligne droite, car c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace d'atteindre leur but. Il sourit en franchissant plusieurs couches du donjon, laissant les spectateurs stupéfaits et impressionnés par sa force. Le 4e examen porte sur la stratégie dans un labyrinthe de donjons. Ils doivent se frayer un chemin à travers des monstres féroces et d'innombrables pièges. Le premier à vaincre le Minotaure au plus profond du donjon remportera le plus de points. C'était le but recherché, mais les murs de la structure se sont effondrés. Jasper a dit à ses hommes de suivre Melo aveuglément, mais ils ne purent s'empêcher d'être impressionnés par le talent de leur nouveau chef. Le jeune homme a franchi une nouvelle étape avec le sourire, la tranchant comme du beurre. C'est ce qu'attendent ceux qui le connaissent vraiment, et s'ils continuent à ce rythme, ils marqueront des points encore plus vite. Cependant, même sans se précipiter autant, ils entreront probablement dans les livres de records. Pendant ce temps, Max se tenait également près de la paroi extérieure du mur. Au lieu de se déplacer comme Milo, il pressa doucement son doigt en un seul endroit, concentrant son énergie. Il poussa et força le mur à se briser. Tout comme son concurrent, il brise le mur, mais avec beaucoup plus de finesse. L'instructeur est stupéfait par ce qu'il vient d'observer. Il travaille pour le comité de sélection depuis 2 décennies, mais il n'a jamais vu un candidat pareil. C'est comme si ses yeux le trompaient, car le jeune homme semblait vouloir franchir le donjon au risque d'être dérangé. Il demande ce qu'il vient de faire. Max explique que tout a un point de rupture. Pour les êtres vivants, c'est un point clé reliant toute chose, mais aussi un point faible qui rend la vie vulnérable. Cela dit, les briser est simple, surtout pour lui s'il est assez talentueux pour suivre une telle méthode. Ensuite, vaincre le labyrinthe sera une promenade de santé. Le prodige a toujours été le meilleur, et il sait que ce sera pareil pour cet examen, puisqu'il est déjà considéré comme le meilleur. L'instructeur se demande s'il vise encore plus haut. Max méritait le nom d'Evans et le rôle de vassal du royaume. D'après la carte, le Minotaure devrait se trouver juste de l'autre côté de cette couche. Alors qu'il franchit à nouveau le mur, l'homme se demande s'il existe encore des gens comme lui. Le mur se brisa, mais au lieu de viser l'endroit, il explosa ailleurs, tandis que le corps du Minotaure fonçait à travers. Ils fixèrent la bête avec une confusion accrue, d'autant plus grande qu'ils voyaient son état. Avant même que le représentant d'Evans n'atteigne le point le plus profond, la cible avait déjà été vaincue. Incrédules, ils se retournèrent et virent Melo indemne et serein, son épée sur l'épaule avec un sourire suffisant. Il dit que c'est dommage, car le prodige était à 2 doigts de la victoire. Les moqueries heurtent la fierté de Max, toujours premier dans tout ce qu'il entreprend. Il fut loué toute sa vie, tout le monde pensait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne devienne le guerrier divin de l'air.
Cependant, toute l'attention était désormais braquée sur Melo, et tous le regardaient comme un monstre pour la première fois depuis sa naissance. Max affrontait une existence comparable à la sienne. Pendant ce temps, chez les Evans, Rose et Olivia prenaient le thé lorsque le majordome arriva avec des nouvelles concernant l'examen de stratégie du donjon. Elle demanda à être informée immédiatement, peu importe la visite, car elle allait de toute façon l'apprendre. C'est une coïncidence incroyable et il est fascinant qu'elle soit si certaine que son fils gagnerait. Le rapport indique que Max a franchi le donjon avec une rapidité inimaginable. Il a détruit les murs du donjon pour atteindre l'objectif par le chemin le plus court, battant ainsi tous les records. Rose gloussa et applaudit de joie, fière de son fils. Olivia entendit parler des murs brisés et dit « C'est vraiment un monstre ». À leur surprise, le majordome finit par leur annoncer la tragique nouvelle, son jeune maître est deuxième à l'examen. En revanche, Melo, de la famille Wilson, est arrivé premier, réussissant l'épreuve encore plus vite. Incrédule, Rose ne put s'empêcher de laisser échapper une expression ridicule, n'en croyant pas ses oreilles. Furieuse, Rose frappa la table du poing, trouvant impossible que son précieux fils ait terminé deuxième. Insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une erreur, elle demanda si c'était vraiment la vérité, mais le majordome ne pouvait mentir. Olivia n'avait adopté Melo que pour passer l'examen et cela ne lui aurait pas dérangé qu'il abandonne en cours de route. Cela dit, il a toujours dépassé ses attentes dès leur première rencontre. En repensant à ses exploits, elle se demande jusqu'où il compte aller avec ses résultats. Elle devra annuler son contrat d'esclave, et il devrait être facile de restaurer l'honneur de sa mère. À ce moment-là, Rose prit la parole, craignant que les gens ne se méprennent, ce n'est pas parce que leur matriarche ne supportait pas les hommes que la famille Wilson pouvait adopter des esclaves. Avec une expression froide et menaçante, contrairement à son comportement habituel, elle prévient Olivia de ne pas croire qu'elle a battu sa famille. Elle affirme fermement que la 4e étape ne prouve pas toute la valeur de leurs représentants. Ce doit être une coïncidence, et l'armée restera toujours l'armée, alors elle ne devrait pas se laisser aller à des rêves. Olivia dit avoir éprouvé exactement la même chose au début. Il était impossible de croire en la force de Melo. Cependant, elle a vite compris que ses progrès rapides n'étaient ni le fruit du hasard ni le fruit du hasard. Elle peut maintenant affirmer avec assurance qu'il est capable de surpasser Max. Cette déclaration audacieuse et effrontée prend Rose au dépourvu. Elle soupire, reprenant son calme et prie le visiteur de rentrer chez lui, l'enthousiasme perdu. Olivia est agacée par le culot de l'hôte qui l'a invitée. En sortant et en se dirigeant vers sa voiture, elle aperçoit la matriarche qui l'observe par la fenêtre, le regard brûlant. Il ne s'attendait pas à ce que son fils perde, alors elle décide qu'il vaut mieux être prudente. Appelant le majordome, elle dit qu'il doit déjà savoir quoi faire. S'inclinant docilement, il dit qu'il a déjà commencé à se déplacer et à donner un coup de main. Il est excellent comme toujours, obtenant la réponse qu'elle attendait. La nuit s'épaissit et un nouveau jour arriva bientôt. Les examinateurs se réunirent, et les vainqueurs se résumèrent aux 2 meilleurs candidats. Ils avaient déjà subi des épreuves uniques, dignes du titre de guerrier divin. S'ils s'entraînaient plus dur, le guerrier le plus puissant qu'ils aient jamais eu ne serait pas loin de naître. Tandis que les autres s'exclamaient à cette déclaration, Aaron sourit de joie, fier d'avoir assisté à ce moment en tant que guerrier. À ce moment précis, ils entendirent des cris à l'extérieur, demandant à quelqu'un d'arrêter. Comme les participants étaient en réunion, on leur avait conseillé de ne pas pinailler. L'intrus s'introduisit de force. Un vieil homme fit irruption d'un air autoritaire, plantant sa canne dans le sol et demandant qui il le prenait. Même Aaron fut choqué de le voir là. Cet homme était Walter, l'aîné de la famille Evans. Il dit avoir entendu une rumeur selon laquelle il existerait quelqu'un d'aussi doué que son descendant Max. Il était donc venu faire une requête. Il ordonna qu'ils s'affrontent, car il était préférable de choisir le guerrier divin le plus vite possible. Aaron proteste, désapprouvant l'idée et demandant qu'on attende pour désigner le véritable vainqueur. Il insiste sur le fait qu'il faut les soumettre à des tests et à un entraînement supplémentaire. Il est interdit de faire ce genre de choses avant l'examen, même si c'est une demande de l'aîné. Cependant, Walter n'accorde aucune importance à l'avis du jeune homme. C'est ainsi que fonctionnent les choses chez les Evans, et si les 3 aînés et les 4 empereurs de l'épée sont d'accord, même la sélection du guerrier divin peut être annulée. L'instructeur méprise le vieil homme qui tente d'immiscer la politique dans l'examen. Lui et les 6 autres ont déjà donné leur accord, donc tout s'est déroulé sans problème. Il s'impose, se montre clair et affirme que c'est un ordre, pas une demande.
Aaron se retient à peine de protester, mais on lui dit de ne pas trop s'en vouloir après tout, il est impossible que quelqu'un dont il n'a jamais entendu parler devienne le guerrier divin. Plus tard dans la soirée, le saint de l'épée retrouva Melo pour l'informer des derniers développements. À sa grande surprise, le jeune homme ne sembla pas s'en soucier et demanda simplement quand aurait lieu le duel. Il aura lieu dans l'après-midi, dans 3 jours, et le vainqueur sera le guerrier déchu du royaume. Aaron s'excusa, estimant qu'il aurait dû consacrer plus de temps à l'entraînement. Cependant, le jeune homme répondit qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait dans la salle d'entraînement et que c'était plus que suffisant. Il était aussi confiant qu'avant, mais l'instructeur se demandait s'il s'en sortirait vraiment. Débordant d'une aura divine, Melo déclara que l'examen de sélection des guerriers allait bientôt se terminer. Le dernier jour de la sélection des guerriers était arrivé, et les 2 candidats étaient dans leur salle d'attente. Ils n'étaient autorisés qu'à utiliser une épée en bois, et le combat se terminait si l'un d'eux capitulait ou était incapable de combattre. Melo se leva, déclarant avoir quelque chose à dire. Il tendit la main à Aaron, lui disant qu'il avait pris soin de lui jusqu'à présent. Sur ce, il remercia l'instructeur pour tout ce qu'il avait appris. Ne pouvant retenir son sourire et rougissant, il serra la main de son élève et lui dit qu'il prierait pour lui. Sur ces mots, Melo parcourut les couloirs de la salle d'entraînement et s'arrêta, ressentant une étrange sensation. Se retournant à peine, il demande ce qu'un aîné de la grande famille Evans faisait là. Walter rit de la perspicacité du garçon, précisant qu'il ne s'est même pas encore présenté. Pourtant, on peut deviner qui il était sans avoir besoin de telle politesse. Après tout, l'ancien roi démon sait reconnaître un esprit combatif menaçant. D'après Aaron, la famille Evans possède l'un des 3 grands aînés. Ils sont tous 2 maîtres des arts martiaux, mais le premier guerrier divin était tout à fait à l'opposé et ressemblait à un sage. En revanche, l'esprit combatif du vieil homme ressemblait davantage à celui d'un démon. Comme Max et lui allaient s'affronter, il est venu voir quel genre de personne était le garçon et en a déduit que Melo avait la même odeur que lui. Il se moque de l'aîné et lui demande s'il a besoin de quelque chose, n'ayant pas le temps. Pourtant, ce n'est rien de tout cela, mais il est venu avec une petite faveur à demander. À la surprise de Melo, l'homme lui demande effrontément de laisser Max gagner le duel plus tard. Le candidat n'en croit pas ses oreilles. Walter s'en prend à lui, promettant de faire valoir ses efforts s'il accepte la demande. Toute la famille Wilson, lui y compris, sera en sécurité pour le restant de ses jours. Ainsi, le véritable but du duel devient clair. Malheureusement pour eux, Melo n'est pas assez corrompu pour se contenter d'une seconde place. Alors qu'il se détournait après ce refus, l'assistant le gronda pour avoir été impoli envers un grand aîné, mais Walter se contenta de rire de joie, comme un esclave. Le garçon s'éleva au plus près du guerrier divin et se montra arrogant. Il afficha un sourire sinistre, impatient de se battre et certain que Max allait écraser cette arrogance. Melo arrive à l'entrée de l'arène et on lui demande s'il est prêt pour le combat. Il rayonne de confiance, prêt à affronter n'importe quel moment. Sur ces mots, les portes s'ouvrent et il s'avance. Seuls les candidats peuvent entrer dans l'arène, tandis que tous les autres regardent depuis leur siège. Toutes les personnes concernées sont désormais présentes. S'adressant à son adversaire, Max lui demande s'il est prêt à discuter brièvement avant le combat. Il explique qu'il est né pour ce rôle, qu'il a été élevé pour devenir un roi et qu'il s'entraîne sans relâche. Avant même de s'en rendre compte, personne de son âge ne pouvait l'égaler, et qu'il a atteint le sommet des arts martiaux. Cependant, il lui arrive d'être effrayé, dans un avenir proche, un guerrier divin pourrait bien le surpasser. Il a consacré sa vie aux arts martiaux pour devenir un être inaccessible, hors de portée de tous. Il est possible de tout donner, même sans adversaire digne de ce nom, mais à quoi servirait-il une épée? Voulant le lui prouver, il prend sa position de combat et laisse rugir son aura sacrée. Tandis que Melo restait indifférent, le public était impressionné par sa puissance écrasante, reconnaissant qu'il était véritablement d'un autre niveau. Vu sa démonstration, certains disent qu'il pourrait vaincre les 10 rois de l'épée et égaler les empereurs. Rose observe et écoute, amusée et consciente que son fils a largement dépassé tous les rangs mentionnés. Ce n'est peut-être qu'un examen, mais elle a hâte d'assister à la chute de celui qui leur a ravi la première place. Lui conseillant de ne pas céder d'un seul coup, Max se précipite, les yeux brûlants de concentration. Cependant, il voit son adversaire se déplacer lentement et tournoyer, se demandant s'il s'agit d'une invitation. Il est convaincu que ce n'est pas le cas et que le garçon ne peut tout simplement pas suivre sa vitesse. Son visage se désole, pensant à tort qu'il avait enfin quelqu'un à qui parler comme un rival. Bien que ce soit dommage,
il brandit son épée pour mettre fin au combat rapidement. À cet instant, leurs regards se croisèrent et l'épée de bois entra en contact. La force du coup projeta des vagues de poussière dans l'arène. La fumée et l'aura se dissipèrent peu après, et alors que tout le monde pensait le combat terminé, une voix familière se fit entendre. Max se proclamait roi, alors Mélo s'attendait à quelque chose de plus. Tenant l'épée en place avec seulement 2 doigts, il dit que sa puissance l'avait déçu. Voyant cela, le prodige réalisa qu'il avait été surpassé dans l'échange. Serrant les dents, son calme habituel s'évanouit tandis qu'il affichait une expression déchaînée, rappelant celle de sa mère, et exhortait le perdant à ne pas se montrer trop arrogant. Reprenant son calme après son emportement, Max recula pour prendre ses distances. Il fixa son adversaire droit dans les yeux et commença à rassembler sa puissance. L'arène était emplie de son aura sacrée, et il la libéra pour optimiser ses capacités physiques. Rayonnant de force et de colère, il révéla sa véritable forme pour la première fois, déployant toute sa force dans les instants qui suivirent. Le jeune prodige chargea, déployant de multiples coups avec une vitesse qui aurait normalement mis à rude épreuve même les plus grands combattants. Cependant, Mélo les esquiva tous comme si de rien n'était, ne subissant même pas un seul coup. Observant l'intense combat de près, Aaron était impressionné par le comportement de son élève. Incapable de comprendre comment il parvenait à tout éviter de justesse. Face à la réussite de ses coups manqués, la colère monta dans le corps de Max. Il frappa, serrant les dents tandis que son adversaire reculait pour l'esquiver une fois de plus. Mélo, quant à lui, était parfaitement calme et reconnaissait la force du jeune homme. À son arrivée dans la salle d'entraînement, ce simple obstacle était un obstacle de taille, il dut donc faire tout ce qu'il pouvait. L'ancien roi démon pivota et utilisa parfaitement la force de son corps pour frapper l'ennemi. Grâce à son habileté, Max parvint à bloquer la contre-attaque inattendue, mais la force fut suffisante pour le renvoyer quelques mètres en arrière. Il maudit l'ennemi, exaspéré par la tournure des événements. Grâce à lui, le niveau de combat de Nella s'améliora de façon inattendue, rien que grâce à leurs échanges incessants. À ce moment précis, une voix stridente interpella Max, l'appelant par un surnom affectueux. Il se retourna, l'agacement se lisant. Rose était près de la reine, demandant à son fils s'il allait bien, ignorant les hommes qui tentaient de l'empêcher de s'approcher. Reprenant son calme, il demanda calmement à sa mère de ne pas utiliser son surnom en public, car c'était déplacé. Elle s'excusa, prétextant qu'elle était simplement inquiète, mais il répondit qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Après tout, il allait tout donner à son adversaire. Sur ce, les 2 hommes se retrouvent face à face, prêts à passer à l'action. Max annonce qu'il va utiliser une technique qu'il réservait à un ennemi de niveau guerrier. Avec un cri de guerre bas et grondant, il rassemble ses forces, et même Mélo remarque que la qualité de son aura sacrée change. Il bouge, mais laisse des clones de son corps sur place. Même l'ancien roi démon est surpris lorsque le jeune homme utilise la technique sacrée de l'ombre invisible pour invoquer des clones de lui-même. Cependant, c'était la technique de Val, et l'image de son utilisation était encore fraîche dans son esprit. Il n'y a qu'une seule personne assez courageuse pour y parvenir, alors comment a-t-il fait? Max sourit avec arrogance et fierté, demandant comment il va gérer 4 de ses adversaires. Ravi de son exploit, il annonce qu'ils vont charger l'adversaire de toutes parts. Il va même jusqu'à demander d'un air moqueur si l'esquive est la meilleure action qu'il soit capable de faire. Malgré les railleries incessantes, Max avait un secret, et il pense que personne ne l'a encore découvert. Tout le monde le voit tous les 4, mais ils ne sont que de simples leurres dans le plan. Après tout, le vrai corps était caché et se faufilait juste derrière la cible pendant tout ce temps. Le véritable but de la technique de l'ombre invisible est de créer des leurres alter ego grâce à un camouflage optique. Le corps principal devient invisible et libre de porter un coup fatal à l'arrière de la tête de l'ennemi. Levant son épée, Max sourit triomphalement, certain que la victoire était à portée de main. À cet instant, le coude de Mélo s'enfonça en plein visage du vrai corps. Le prodige avait le nez cassé, ne s'attendant pas à être touché tant que sa technique était active. Alors qu'il s'effondrait au sol, de douleur, tous les corps invoqués disparurent et se dissipèrent bientôt dans le néant. Si l'on y prête attention, on comprendra que la technique est inutile, incapable de masquer les pas du corps réel. Val lui-même avait affirmé que cette capacité ne fonctionnerait pas sur des adversaires puissants et ne serait qu'un simple tour de passe-passe. À genoux, Max se redressa, luttant même pour se tenir debout. Il leva les yeux et poussa un cri d'horreur, incrédule face à la situation tragique dans laquelle il se trouvait.